Bonjour, je m'appelle Jim Wagner. Beaucoup d'entre vous me connaissent déjà pour mes précédents DVD qui ont abordé les tactiques policières, militaires et des choses du genre, très intéressantes. Mais maintenant, dans ce DVD, nous allons voir ce qu'est un système pour les civils. Autrement dit, et plus spécifiquement, nous allons étudier le système de Jim Wagner de self-défense basé sur la réalité qui est actuellement diffusé dans le monde entier. Et pourquoi? Parce que c'est un système que j'ai élaboré à partir de mon expérience dans les prisons, comme officier de police dans la rue, à l'armée, comme antiterroriste pour le gouvernement des États-Unis, comme garde du corps pour le département du shérif. J'ai fait des choses incroyables et que très peu de gens ont eu l'occasion de faire. Mais le plus important, c'est que j'ai travaillé avec des unités spéciales dans le monde entier, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, et que j'ai pu ainsi réunir beaucoup de connaissances. J'ai découvert une chose. Si vous êtes officier de police en Finlande, soldat en Argentine ou combattant dans les rues du Bronx à New York, c'est quand vous serez dans un combat, dans un affrontement réel, que vous connaîtrez la vérité, que vous saurez si vous avez vraiment appris à vous battre. Nous allons maintenant nous centrer sur ce que j'appelle le système métrique de coups et de blocage de Jim Wagner. Qu'est-ce que ce truc de métrique? Ceux qui vivent au Canada, en Amérique du Sud ou en Europe savent qu'un système métrique est un système divisé en 10. Je vais vous montrer qu'il n'y a que 10 manières de frapper votre adversaire et qu'il y a 10 manières de bloquer n'importe quel coup que l'on vous lance. L'une des choses que je vais d'abord faire, c'est poser une question. Et nous allons y réfléchir avant quoi que ce soit d'autre à propos de la self-défense, surtout ceux qui en font depuis longtemps. Si j'étais quelqu'un ne sachant rien des arts martiaux et que j'allais voir un instructeur pour lui demander « Combien de temps vais-je mettre à apprendre à me défendre ?» Quelle sera sa réponse, croyez-vous? Quelle est la réponse typique? Ce que je peux dire, de ma propre expérience et de celle de mes amis, c'est que normalement, la réponse de l'instructeur, c'est « Cela vous prendra de 3 à 5 ans. » Et d'autres vous diront « Si vous voulez vraiment apprendre à vous défendre, cela vous prendra 10 ans. » Avec ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, vous saurez qu'il ne vous faudra pas 10 ans pour apprendre à vous défendre. Vous n'aurez besoin que de quelques jours. Et dans certains cas, cela ne vous prendra que quelques minutes pour apprendre les techniques nécessaires. Pourquoi dans les systèmes d'arts martiaux, et surtout d'après mon expérience, dans les systèmes traditionnels, on dit que cela vous prendra beaucoup de temps? Eh bien évidemment, si vous apprenez les katas, si vous apprenez des mouvements chorégraphiques, si vous apprenez une autre culture ou encore une autre langue, vous aurez bien sûr besoin de plusieurs années pour apprendre à vous défendre. Mais si vous voulez apprendre une véritable self-défense, si vous devez apprendre comment survivre, comme les soldats ou les policiers à qui j'enseigne, cela vous prendra quelques minutes, quelques jours ou quelques semaines, mais pas des années. La self-défense est facile. Je vais vous montrer comment. Comme officier de prison, officier de police, contre-terroriste, j'ai dû prendre part à beaucoup de combats. Et j'ai dû interrompre des combats, par exemple dans un bar, entre un mari et sa femme, pour en citer quelques-uns. Et ce que j'ai appris, c'est que les hommes ont tendance à utiliser le poing quand ils se battent. Ils ont tendance à envoyer des coups de poing comme ça. Si vous êtes dans un pub en Irlande ou en Angleterre, ou dans un bar aux États-Unis, vous ne verrez pas les hommes se défendre en s'envoyant des gifles. Vous les verrez se donner des coups de poing comme ça et comme ça, se frappant au visage avec les jointures. Pourquoi font-ils cela? Probablement parce que c'est comme ça que les gens sont conçus. D'un autre côté, que font les femmes quand elles se battent? J'ai dû interrompre beaucoup de combats de femmes, et je vous dirai ce qu'elles font. Les femmes ont tendance à se gifler, à se griffer, à se tirer par les cheveux. Pourquoi font-elles cela? Je ne peux pas vous dire. Seul Dieu sait pourquoi il les a conçues de cette manière. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les choses sont comme ça. Les hommes ont tendance à se donner des coups de poing et les femmes à se donner des gifles et à se griffer. Je vais vous donner un exemple. Je n'ai rien contre le Krav Maga. De fait, le Krav Maga est l'un des meilleurs arts martiaux qui se pratiquent aujourd'hui. Mais je vous dirai un petit secret. J'ai entraîné à l'Institut Wingate. C'est un institut qui fait partie des endroits d'où provient le Krav Maga. J'ai entraîné le Bagad 8. Je suis l'une des rares personnes dans le monde à avoir entraîné les militaires israéliens. J'ai entraîné les forces spéciales israéliennes. J'ai entraîné la police israélienne. J'étais l'un des instructeurs. Eux m'enseignèrent le Kapap. J'ai vraiment appris avec Dennis Hanover. J'ai appris le Lothar et j'ai appris le Kapap.
qui est réellement l'art martial original d'Israël. Laissant cela de côté, je me suis entraîné avec les Israéliens. Et les Israéliens, quand ils s'entraînent, ils utilisent les poings. Ce sont des gens qui donnent des coups de poing. Parfois, aux États-Unis ou en Europe, je trouve des instructeurs de Krav Maga qui viennent et me disent « Nous utilisons des techniques à main ouverte. Nous frappons avec la main ouverte. » Et je leur demande « D'où cela provient-il » Et ils disent « C'est un système israélien. » Et je dis « Ce n'est pas exact. Je me suis entraîné avec les Israéliens et je l'ai vu. Beaucoup d'instructeurs de Krav Maga enseignent à utiliser les mains ouvertes. Et d'autres systèmes, de Kung Fu et beaucoup d'autres, enseignent à frapper avec les mains ouvertes. Et l'une des raisons qu'ils donnent pour utiliser les mains ouvertes, c'est qu'en frappant avec les poings, vous pouvez vous rompre le poignet ou vous rompre les jointures. Et vous n'allez pas vous rompre les poignets et les jointures en frappant avec les mains ouvertes. Ce n'est pas exact. Pensez-y. Si je frappe quelqu'un, il y a une possibilité que se produise une hyperextension de mes doigts. Ou si je frappe et que l'hyperextension est très grande, je peux me casser le poignet. Mais si je frappe avec un poing fort et bien serré, c'est vrai, je peux me rompre la main et je peux me rompre le poignet, si je ne frappe pas correctement. Mais l'important, c'est que vous pouvez vous rompre les jointures de toute façon. Ce que je ne vais pas faire, c'est me rompre les doigts, parce qu'ils ne sont pas ouverts. Et je vous dis que je ne me suis encore cassé aucun doigt en me battant avec ma main ouverte contre un suspect. Si vous avez les poings serrés, vous êtes assuré. Nous allons d'abord voir comment donner un coup de poing. D'abord, on serre les doigts comme ça, et on place le pouce au-dessus. Et simplement, on frappe. Et comme je dis toujours, vous essayez de frapper de toute manière. Si vous êtes des pratiquants d'arts martiaux et que vous êtes en train de perdre un combat, je suis sûr de ce que vous allez faire. Vous allez faire ce pour quoi vous êtes fait. Vous allez vous mettre à lancer des coups de poing. Je vais vous montrer quelque chose. La raison pour laquelle nous utilisons les poings, c'est parce que c'est utile pour n'importe quel système avec armes. Si vous utilisez un bâton, allez-vous utiliser une technique à main ouverte? Bien sûr que non. Vous utiliserez une saisie avec le poing fermé. Puis, vous déplacerez le bâton. Vous devez saisir le bâton, n'importe quelle arme contondante, avec le poing fermé. Que se passe-t-il si j'ai un bâton? Je le tiendrai avec les doigts relâchés? Bien sûr que non. Comment je tiendrai ce couteau? Avec la main serrée. Et je dis à mes élèves, la seule manière de me l'ôter sera de le prendre de mes mains mortes. Et pendant ce temps-là, je vais pouvoir donner des coups de couteau sur le corps de mon ennemi. Pourquoi cette saisie est-elle la plus forte? Ça va être quelque chose de puissant. Que se passe-t-il si je tiens un pistolet? Je le tiens avec le poing ferme. La seule raison pour laquelle mon poing n'est pas complètement fermé, c'est parce que mon index doit être ici pour appuyer sur la détente. Mais que se passerait-il si j'avais appuyé sur la détente? Mon poing serait serré. Que se passerait-il si je restais sans balle, s'il n'y avait plus de balles? Et maintenant, je l'utilise comme un poing. Indépendamment du fait que l'arme se détraque, on les tient toutes avec le poing. Je ne dois pas penser à changer la manière de saisir. Elles ont tout à voir avec le poing. Ne me comprenez pas mal. Il y aura également un temps pour utiliser la main ouverte. Mais dans cette partie que nous allons voir aujourd'hui, je vais me concentrer sur le poing, parce que c'est ce qui nous aidera à gagner un combat. Je sais ce que beaucoup d'entre vous peuvent penser maintenant. Oh mon Dieu, ce type va nous parler de coups de poing et de coups de pied. Il va nous parler de choses que nous savons déjà. Je vais vous expliquer des choses très différentes de celles que vous avez vues avant. Restez donc avec moi et soyez attentifs. La première chose que je veux faire, c'est vous présenter le directeur de mon système Reality Based en France, Christophe Besse. Christophe a une grande connaissance des arts martiaux et bien sûr, il réalise tout son travail en France. Il va se placer en face de moi et va jouer le rôle de méchant. Il porte évidemment une tenue de ville. Ce sont les vêtements que nous portons dans mon système. Jeans, chaussures de sport et t-shirt, parce que c'est plus réaliste. Bien, nous allons parler de l'idée de donner des coups de poing. Je ne veux pas appeler cela donner des coups de poing, parce qu'en anglais, ça sonne mal. Et il peut que ça sonne mal dans d'autres langues également. Je préfère l'appeler coup de bras. Je ne peux pas penser que mon poing est ma seule arme. Je peux également compter sur mes doigts, mon avant-bras, mon coude, le dos de mon bras, mon épaule. Toutes les parties du bras peuvent être utilisées pour frapper. La première chose dont vous devez vous souvenir quand vous frappez quelqu'un, c'est ceci. Ne frappez jamais à la surface. Ne frappez pas seulement la surface pour ensuite revenir. Vous devez poursuivre le coup.
et vous devez pousser vers l'avant aussi fort que possible. Il y a beaucoup de pratiquants qui font beaucoup de mouvements rapides et voyants, mais ils s'en sont force. Pour avoir de la force, vous devez faire ceci. Il vaut mieux faire seulement 2 techniques, frapper et gagner, que faire 20 techniques qui ne font rien. La deuxième idée, c'est le concept du piston. Le piston d'un moteur de voiture va de haut en bas. C'est un mouvement direct. La même chose quand vous frappez quelqu'un, peu importe que ce soit avec la gauche ou avec la droite. Je vais aller directement sur l'objectif et ensuite directement en arrière. S'il s'agit de l'estomac, je frappe et en arrière. Il n'y a pas de gaspillage de mouvement. Si je vais le frapper horizontalement, je le frappe et ensuite je reviens en arrière. Je le frappe vers le haut et vers l'arrière. Pensez au concept de piston. Ne faites pas ceci avec le poignet ou des rotations ou un mouvement circulaire spectaculaire. Pensez au concept de piston. Nous avons vu le concept de piston, celui de la pénétration. Il faut pénétrer l'objectif. Le concept suivant est celui de la puissance de parade. L'objectif n'est pas de blesser quelqu'un, bien que cela puisse arriver. L'objectif, c'est d'arrêter quelqu'un. Si la police me demande « Pourquoi l'avez-vous frappé ?», je ne peux pas dire « Parce que je voulais le blesser ». Je dois dire « Parce que je devais l'arrêter ». Et si je peux l'arrêter avec 1 ou 2 coups, ça vaut mieux pour moi. Pour obtenir la puissance de parade, vous devez utiliser votre corps. Au lieu de frapper seulement avec le bras, vous devez utiliser le corps. Si je dois frapper avec ça, au lieu de bouger seulement le bras, je fais un pas. Quand vous faites un pas, vous vous déplacez toujours vers l'avant, que ce soit en utilisant la jambe avant ou la jambe arrière. Nous allons maintenant parler des différents coups qu'il faut utiliser. Nous allons également parler de poings serrés. J'aimerais pour cela vous présenter Adrian Markey, qui est le directeur pour l'Irlande de Reality-Based Personal Protection. Il va se placer en face de Christophe, dans une position de conflit. Le premier coup que nous allons voir est ce que nous appelons le coup direct vers l'avant. Le coup direct vers l'avant va vers l'avant, comme son nom l'indique. Dans ce cas, sa main avant va simuler un coup au visage. C'est un coup vers l'avant. Vous êtes ici. Je vais me placer en face des spectateurs. Dans le coup direct, il s'agit de frapper avec ces 2 jointures directement vers l'avant. Et bien sûr, on fait un pas vers l'avant. Comment croyez-vous que vous allez donner vos coups dans un combat réel? Ils vont bien sûr tous aller vers l'avant. Vous ne compliquerez pas les choses. Si vous voulez lancer le poing contre le visage de ce type ou contre ses côtes, vous faites comme ça. C'est un coup vers l'avant. Il va vers l'avant. Vous venez de voir une démonstration avec un méchant. Nous allons maintenant utiliser un autre équipement. Pour m'aider dans la démonstration avec cet équipement, j'ai ici Mike Constantinides, qui est le directeur du Reality-Based en Hollande. Ce qu'il a en main, c'est une patte d'ours. Nous ne l'appelons pas gant de focalisation, parce que nous ne la visons pas. Simplement, nous la frappons. C'est son objectif. Il va le tenir toujours à hauteur de la tête de l'adversaire. Dans ce cas, il est dans la ligne de la tête de Adrian. Cela représente une tête humaine et son corps suit. Maintenant, Adrian va se centrer sur sa tête et sur son corps, comme si c'était un adversaire. Nous allons maintenant pratiquer ce que nous appelons le coup direct ou le coup direct vers l'avant. Et nous allons frapper aussi fort que possible. En avant, Adrian. Bien, c'est ça. Frappez aussi fort que vous pouvez. Ne vous occupez pas des apparences. Dans mon système, nous n'utilisons pas de miroir. Ne vous occupez pas de ce à quoi ça ressemble. Nous voulons simplement le frapper fort pour le mettre KO. Le coup vers l'avant suivant est ce que nous appelons un coup croisé vers l'avant. C'est la même idée, les mêmes principes, sauf que cette fois, nous frappons avec la main arrière. Dans une situation réelle, il va frapper droit vers l'avant comme un piston. Il va lancer le coup sur sa cible
Puis il ramène la main pour ensuite lancer d'autres coups qui nous aideront dans ce combat. Bien, nous allons le voir avec la patte d'ours. Maintenant, nous avons la patte d'ours. Mike la tient. En avant. C'est aussi simple que d'aller de A à B. Nous ne faisons absolument rien de spectaculaire. Nous avons vu des coups de pied vers l'avant. Quel est le contraire de vers l'avant? Bien sûr, vers l'arrière. Et si vous frappez vers l'arrière, comment va faire Adrian? Il va frapper et il va le faire derrière lui. Ça va, une fois de plus. L'homme va vers Adrian et Adrian le frappe. C'est ça l'important dont vous devez vous souvenir. Sur le graphique, nous avons la position arrière pour quand l'attaquant se trouve derrière nous. Tout ce que je veux dire maintenant, c'est à propos du coup vers l'arrière. Mais laissez-moi faire une démonstration. Observez que nous avons la patte d'ours. Attention! Il a eu de la chance de ne pas avoir été frappé à la tête. Observez. Quand j'ai lancé ceci, il a rentré les épaules et s'est accroupi. Peu importe que vous soyez un enfant ou une grand-mère. Quand on vous envoie quelque chose à la tête et que vous le savez, l'instinct naturel, c'est de vous accroupir. C'est un point important sur lequel nous devons nous concentrer. C'est familier pour beaucoup d'entre vous? C'est quelque chose que j'ai appris quand je faisais du karaté japonais. Je n'ai rien contre le karaté japonais. Il a son moment et son endroit. Quand j'étudiais le karaté japonais traditionnel Ryobukai, nous faisions les coups comme ça, et ils nous enseignèrent, quand quelqu'un venait de derrière, à regarder au-dessus de l'épaule, à faire ce mouvement, et ensuite frapper comme ça. Ça vous est familier? Bien, ce n'est pas réaliste. Et je vous dirai pourquoi. Parce que dans une situation réelle, quand quelqu'un essaie de vous frapper, vous allez avoir tendance à vous accroupir. Vous allez vous protéger. Et bien sûr, vous n'allez pas faire un joli mouvement. Parce que vous aurez de la chance si vous évitez qu'on vous frappe. Et pour contre-attaquer, l'instinct naturel, c'est de faire face à l'adversaire. Je ne crois pas que vous alliez faire ces jolis mouvements et vous battre depuis cette position. Non. Mon instinct naturel me fait faire face à l'adversaire et faire ce que je peux. Bien. Pour que je sois efficace, disons que si je remarque qu'il vient vers moi, je n'aurai pas beaucoup de temps pour le frapper. Probablement, je ne pourrai que lui donner un seul coup. Pour donner ce coup, nous utilisons le marteau, qui est cette partie de la main. Je ne ferai pas un coup d'arts martiaux comme ça et revenir, parce que cette partie de la main est délicate. Il y a seulement des os. Je dois utiliser cette partie de mon poing. Ce que ça a de bon, c'est que même si je rate et que je le frappe avec mon avant-bras, je peux lui faire mal. Je peux également lui donner un coup de coude. Cet homme va en souffrir les conséquences. Il ne faut rien faire de spectaculaire. Simplement, quand il vient vers moi, je le frappe au visage. Et ensuite, vous pouvez faire ce que vous voulez pour renverser l'adversaire. Nous allons maintenant voir cela avec la patte d'ours. Contact total. En avant. Encore une fois. Observez que quand il frappe, il fait immédiatement face à l'adversaire et il l'attaque. Quand on se bat contre quelqu'un qui est derrière, on frappe et l'on attaque, directement au visage. Le plan suivant pour attaquer quelqu'un est le plan horizontal. Quand vous donnez un coup horizontal, vous pouvez le faire vers la droite ou vers la gauche. Il y a seulement deux directions au niveau horizontal. Adrian va donner ce coup que nous appelons coup horizontal et il va le faire comme ça, sur un plan horizontal. Il peut le faire avec la main avant ou avec la main arrière. Ce sera la même chose. Nous frapperons avec ces deux jointures sur la cible. Nous continuerons d'utiliser le concept du piston, de puissance de parade. Mais la seule différence, c'est que l'on le fait sur un plan horizontal. Nous allons faire une petite démonstration. Frappe d'abord avec la main arrière et maintenant avec la main avant. C'est un coup horizontal. Il n'y a rien de particulier. Il n'est pas plus difficile que le coup direct. Le problème des gens, quand ils pratiquent le coup horizontal, c'est qu'ils ont tendance à n'utiliser que le bras.
Pour donner un coup efficace, vous devez utiliser le corps. Vous devez mettre votre poids dans le coup pour être efficace. L'un des outils que j'utilise pour l'entraînement est un gant de boxe. Je vais le placer en dessous de son plastron et bien sûr, nous allons nous concentrer sur son cou avec la main avant. Nous avons ici Mike qui tient la patte d'ours perpendiculaire pour frapper vers le haut, ce qui est peu commode pour lui. Nous allons essayer et vous verrez comment il doit utiliser son corps. En avant. Observez comment il tourne. Si le gant tombe comme ça, comme punition, il doit aller au sol et faire des pompages. Et chaque fois que je le fais, nous donnerons une punition et nous devrons recommencer. Bien sûr, il n'est pas obligatoire d'attaquer toujours la tête. Souvent, vous pouvez attaquer les côtés. On fait la même chose. Il va tourner son corps et frapper aussi fort que possible pour atteindre son adversaire. Nous allons maintenant utiliser une patte d'ours pour le rendre plus réaliste. Mike va tenir la patte d'ours en dessous de son bras, juste contre ses côtes, et Adrian va frapper de toutes ses forces. Si vous ne pouvez pas utiliser de sac, c'est votre alternative. Après les coups horizontaux, il y a les coups verticaux. Et bien sûr, il y a seulement deux directions sur le plan vertical, vers le haut et vers le bas. Pour cette démonstration, Adrian va frapper vers le haut, sur un plan vertical vers le menton. Pour frapper l'objectif vers le haut, il ne change rien. Il utilise le poing, les jointures, le concept du piston et bien sûr la puissance de parade. Il peut également frapper sur les côtes, frapper vers le haut sur les côtes et il peut frapper à l'estomac. Il peut avoir un genou appuyé par terre. Et maintenant, il va donner le coup direct à l'entrejambe. Ce n'est pas la cible qui importe, mais le mouvement que vous faites. Dans ce cas, vertical vers le haut. Pour voir comment on fait avec une patte d'ours, il va donner un coup vertical à la mâchoire. Bien. Pour Mike, le plus important, c'est de placer l'autre main au-dessus de la patte d'ours pour résister à un coup. Elle ne peut pas être lâchée ici et ne pas revenir à sa place. Elle doit être ferme, comme une vraie surface de frappe. Bien, tout ce qui monte doit descendre. Nous allons appliquer les mêmes principes. Pour frapper notre cible vers le bas, juste comme le fait Adrian. Bien, fais-le de nouveau, direct vers le bas. Il ne fait rien de spécial. Il utilise ces deux jointures. L'objectif est en bas. Et simplement, il dirige le poing vers la cible. Ça ne peut être plus facile. Maintenant, Mike tient la patte d'ours, simulant un objectif qui est en bas. Et Adrian va la frapper de toutes ses forces. Bien sûr, après avoir donné ce coup, il peut poursuivre avec d'autres techniques. Vous devez savoir qu'on rencontre souvent une situation comme celle-ci. Vous avez un homme qui vous tient par la taille, et s'il a sa tête contre notre poitrine, il n'y a pas moyen que nous le frappions avec les jointures. Il vaut donc mieux le frapper avec cette partie. Il faut le frapper dans le dos. Nous voyons comment il le frappe dans le dos avec la partie de la main que nous avons indiquée. Je vais maintenant proposer à Adrian de frapper le gant de toutes ses forces, comme s'il s'agissait d'une situation réelle. Bien. De toutes tes forces. Ça va, arrête. Ça paraît bien. Ça a l'air fort. Qu'en penses-tu, Mike? Si c'était une situation réelle, il m'aurait renversé. Mike l'a dit. Si c'était une situation réelle, il lui aurait renversé. C'est ma question pour vous tous. Bien, merci, Mike. Donne-moi la patte d'ours. Maintenant, je vais la tenir et il va frapper plusieurs fois. Allons. Observez l'action. Tiens la patte d'ours, s'il te plaît. Je vous demande maintenant, combien de temps cela vous prendrait-il d'enseigner cette technique? Combien de temps vous faudrait-il pour lever votre main et frapper quelqu'un dans le dos, frapper aussi fort que possible? Combien de temps cela prendrait-il? Comme vous pouvez voir, cela n'exige pas beaucoup d'énergie. Cela n'exige pas beaucoup d'entraînement. Ce que j'aimerais vous demander, c'est pourquoi ils disent qu'il faut des années pour l'apprendre.
Adrian peut le faire fort. Mike peut le faire fort. Et probablement, vous aussi, vous pouvez le faire fort, même si vous ne l'avez jamais entraîné. Si vous ne vous y êtes jamais entraîné, ça peut vous prendre 5 minutes pour l'envoyer de toutes vos forces et utiliser toute votre capacité. Il s'agit de cela dans les arts martiaux, de techniques simples. Et mieux vous faites les techniques simples, plus vous aurez des possibilités de survivre à la situation. C'est le secret. Si c'était une situation réelle et qu'il me saisissait par la taille, je n'aurais qu'un petit espace pour le frapper. Évidemment, je peux faire ceci, lever ma main et le frapper fort. Je peux utiliser mon poing et je peux le frapper avec le coude. Nous parlerons de cela plus tard. Nous pouvons envoyer un coup à cet endroit, mais comme je l'ai dit avant, ce n'est pas un problème de technique. Les techniques sont faciles. Je peux enseigner cela à une maîtresse de maison. Je peux enseigner cela à des gens de 80 ans. La difficulté consiste à la réaliser. Avoir une personne ici et être capable mentalement de la frapper comme ça. Mais la technique est facile. Et comme je l'ai dit, apprendre la self-défense ne prend que quelques jours. Combien de temps ça nous a pris? 30 secondes. Les angles suivants sont ceux que nous appelons angles diagonaux. Comme vous voyez sur ce graphique, il s'agit d'un X. Il y a seulement 4 manières de frapper. Vers le bas et vers la droite, vers le bas et vers la gauche, ou vers le haut et vers la gauche, et vers le haut et vers la droite. Nous allons maintenant voir cela avec un adversaire. Adrian va faire exactement ça. Il va faire ces 4 angles. En avant, vers le bas de l'autre côté, vers le haut en diagonale et de l'autre côté. Il y a 4 directions possibles. Voici ce que nous allons faire. Au lieu de pratiquer chacune des 4 directions, parce qu'il sait comment frapper, Mike va tenir la patte d'ours. Il va la placer dans l'angle qu'il veut. Et Adrian va frapper à l'endroit où se trouve la patte d'ours. Bien, ça suffit. Il n'y a rien de plus que cela. Il y a seulement 4 manières de frapper comme nous l'avons dit. Je vais maintenant vous montrer une petite différence. Si Adrian donne un coup horizontal aux côtes, évidemment, c'est un coup facile. Et s'il essaie un coup diagonal au visage ou au cou, c'est un autre coup. OK? Mais que se passe-t-il s'il frappe au milieu? Il ne s'agit pas d'un coup horizontal ni d'un coup vertical. Il se peut qu'il aille vers le bas ou Dieu sait où. Ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est évidemment un objectif. Maintenant, mets un genou par terre. Il va te frapper au visage. Il se peut que l'angle ne soit parfaitement diagonal ou horizontal. Mais qui cela dérange-t-il? Nous appelons cela des minutes d'angle. Et évidemment, nous n'allons pas nous préoccuper des minutes d'angle. S'il frappe plus haut, ce sera un coup diagonal. Et s'il frappe plus haut encore, ce sera un coup vertical. Donne-lui un coup de type marteau à la tête. L'important, c'est que vous ne pensiez pas. Ce doit être parfait. Ce doit être parfait. Il existe des minutes d'angle. Et l'on peut osciller entre 1 ou 2 angles. Cela n'a pas d'importance. L'important, c'est dirige tes jointures vers l'objectif. Il y a le concept de piston et vous avez la puissance de parade. Si c'est comme ça, c'est bien fait. Ce que nous allons voir maintenant, ce sont les 10 angles d'attaque primaires. Je n'utilise pas le terme attaque dans le sens du combat. J'utilise attaque dans le sens géométrique de lignes mathématiques. Il y a seulement 10 directions et aujourd'hui, nous les avons toutes vues. Vous pouvez aller vers l'avant et frapper vers l'avant ou vers l'arrière. Cela veut dire que l'angle 1, c'est vers l'avant et l'angle 2 vers l'arrière. L'angle suivant est l'angle horizontal. Ça peut être horizontal à droite ou horizontal à gauche. Il y a seulement 2 directions. Ce sont les angles 3 et 4. Ensuite, il y a la direction verticale, vers le haut et vers le bas. Ce sont les angles 5 et 6.
Puis nous avons la direction diagonale. Nous avons le X. Ça peut être vers le bas de l'autre côté, vers le haut ou vers le haut comme ça. C'est le X. C'est le système métrique des coups. C'est pour cela que je l'appelle le système de Jim Wagner de blocage et de coups. Et je vais vous dire pourquoi il est important de le connaître. Il n'y a que 10 coups que nous puissions donner avec le poing. Et si vous les connaissez, combien de temps vous faut-il pour les faire? Peut-être 10 minutes. Si vous pratiquez 1 minute chaque coup, en 10 minutes, vous serez prêt. C'est encore plus important pour les pratiquants d'arts martiaux. Quand vous allez à une école d'arts martiaux, et je peux choisir l'une des nombreuses qu'il y a des systèmes chinois, coréens, brésiliens, il y a de tout. Je vous dirai ce que les instructeurs disent généralement. Ils disent « Je peux vous apprendre 500 manières de frapper quelqu'un » ou « Je peux vous apprendre 200 manières de mettre quelqu'un KO avec le poing » ou encore « Je peux vous apprendre tout ce que vous pouvez faire avec les mains ». Pourquoi ils font cela? Il y a 2 raisons. La première, par ignorance. Ils ne savent pas qu'il y a seulement 10 manières d'attaquer le corps humain. La deuxième, c'est que probablement, ils ne se sont jamais retrouvés dans un combat réel. Ils enseignent ce que leurs instructeurs leur ont enseigné. Et ils ne savent pas d'où ça vient. Il s'agit de civils se passant l'information l'un à l'autre. Et ils ne savent pas d'où elle vient. C'est parce qu'ils suivent quelqu'un qui suit quelqu'un, et ils savent qui ils suivent. Personne n'a pensé, mais il n'y a que 10 manières. C'est pour cela que je mets mon étiquette. C'est pour cela que je l'appelle système métrique de coups et de blocage de Jim Wagner. Bien, je dis seulement ce que j'ai appris à travers l'histoire. Si vous observez le système du calife philippin, si vous regardez la manière dont les Indiens Apaches avaient coutume de se battre à l'époque de l'Ouest américain, vous verrez ces angles. Verticaux, horizontaux, diagonaux, et l'attaque vers l'avant et vers l'arrière. Si vous regardez les Allemands et les Italiens utiliser l'épée, le sabre ou l'estoc dans l'escrime européenne, il se peut que vous ne les voyez pas tous. Mais si vous mettez tous les systèmes ensemble, vous verrez que ça a toujours été là. Mais pour une raison quelconque, les arts martiaux pour civils l'ont oublié. Et bien sûr, pour l'armée, c'est très important. Si par exemple nous remontons à une époque très ancienne, au temps des Romains, nous verrons que les légionnaires romains et les gladiateurs pratiquaient beaucoup ce type d'angle. Le plus important que vous devez savoir, c'est qu'il y a seulement 10 angles. Quand les élèves viennent me voir, je leur dis, il y a seulement 10 manières de donner un coup de poing à quelqu'un. Il y a seulement 10 manières d'utiliser le coude. Si vous le savez, c'est facile. Et bien sûr, dans un combat réel, je vous garantis que vous allez utiliser 2 ou 3 techniques tout au plus. Si vous pensez que vous allez utiliser ces choses spectaculaires et compliquées, c'est que vous n'avez jamais été dans un combat réel. J'ai été dans des douzaines de combats réels au cours de ma vie. Et bien sûr, je peux aujourd'hui encore me retrouver dans une situation conflictuelle en tant qu'officier de police. Je vous le dis vraiment, j'ai vérifié qu'il n'y a que peu de choses qui sont utilisées dans un combat réel et que ce sont les 10 angles que vous pourriez utiliser. Ce que nous allons voir maintenant, c'est si nous pouvons utiliser ces mêmes angles avec les coudes. Nous allons voir comment fonctionnent ces 10 angles quand nous utilisons les coudes. Christophe, envoie un coup de coude frontal. Bien, on peut le faire. Je veux dire qu'il peut déplacer le coude et frapper. Mais bon, en réalité, il n'y a pas de force. Il est faible. Nous voyons qu'on peut le faire, que physiquement, c'est possible. Mais je ne le ferai pas dans un combat réel. Maintenant, continuons. Nous allons voir si nous pouvons envoyer un coup vers l'arrière. Tu regardes par là et tu vas frapper vers l'arrière. Ok, ça fonctionne. Évidemment, nous pouvons frapper comme ça. Frapper comme ça. Nous frappons très fort avec le coude vers l'arrière. Bien, retourne-toi de nouveau. Nous allons donner un coup horizontal. Tiens donc la patte d'ours comme ça.
Nous allons voir si tu peux le faire horizontalement. Bien, de l'autre côté. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est un coup horizontal qui va mettre l'adversaire KO s'il l'atteint. OK. Quelle est la ligne d'angle suivante? La verticale. Dans ce cas, vous devez placer la patte d'ours à hauteur du menton. Et maintenant, il va envoyer le coup au menton, verticalement. Avec l'autre bras, ça va. Bien sûr, ça fonctionne. Évidemment, vous faites ça quand vous êtes tout près, à un moment où il ne peut pas vous donner un coup de poing. Voici un coup de coude vertical. C'est un coup de coude vertical. Maintenant, nous allons faire un coup de coude vertical vers le bas. Il va frapper, met la patte d'ours ici, en bas et vers le haut. Avec l'autre bras, ça va. Bien. Place-la un peu plus haut. Il peut encore le faire. Évidemment, il peut encore le faire et il arrête. Dès lors, les coups de coude verticaux, que ce soit vers le haut ou vers le bas, sont fantastiques. Ils sont très puissants. Et une fois de plus, combien de temps croyez-vous qu'il faut pour les apprendre? Si vous ne pouvez pas les apprendre en 1 minute, c'est que vous avez une limitation physique. Parce que tout le monde peut les apprendre. C'est aussi simple que cela. Maintenant, Christophe va donner un coup de coude circulaire ou diagonal. Vas-y, fais le coup diagonal. Bien, ça va, arrête. Comme vous avez vu, le coup frontal n'est pas très bon. Mais les 9 autres angles sont magnifiques. À part ces 10 angles, il y a-t-il une autre manière de frapper le corps avec le coude? Il n'y a pas d'autre manière, c'est ça. Si nous parlons de minutes d'angle, on peut inventer quelque chose. Mais dans la vie réelle, à qui cela importe-t-il? Peu importe que vous le fassiez d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que l'on frappe avec les coudes. Pour m'aider dans ce que je vais faire maintenant, il y a Adrian ici. Je ne sais pas vous, mais évidemment, moi, j'aime utiliser les poings. J'aime les utiliser pour me protéger dans une situation réelle. J'aime les poings. Cependant, parfois, nous ne pourrons pas utiliser les poings dans une situation réelle. Pour prendre un exemple, si vous êtes dans un combat avec couteau et l'on vous coupe les tendons, vous ne pourrez plus serrer les poings. Vous devrez vous battre avec les mains ouvertes. Ou par exemple, quelqu'un m'a tiré dessus et j'ai perdu 2 doigts ou ils pendent attachés à un bout de chair. Je ne pourrai pas donner un coup de poing parce que ma main est toute gonflée. Je devrais donc frapper avec les mains ouvertes. Si vous devez utiliser la main ouverte, utilisez la paume. Et je répète, ce sont des techniques que ceux qui font du karaté ou du taekwondo peuvent et savent utiliser. Pour ça, utilisez votre paume. Et si par exemple, vous devez faire un coup horizontal, je fais comme ça. Je frappe avec ma paume et je continue le coup. Si je dois utiliser ma paume pour frapper vers l'avant, je le frappe au menton ou je le frappe sur le nez. Il n'y a rien de mal à cela. Par exemple, s'il s'accroupit, même si je n'ai pas mon poing, je peux le frapper avec ma paume à la nuque. Le plus important, c'est que vous pouvez envoyer des coups avec la main ouverte. Je ne dis pas de l'utiliser toujours, seulement pour des situations spéciales. Ce que nous allons voir maintenant, c'est le cas où je ne veux vraiment pas faire de mal à la personne que je dois affronter. Par exemple, imaginons que Adrian est complètement ivre et qu'il m'envoie un coup de poing. J'esquive son coup et je lui envoie un coup de poing qui lui casse la mâchoire. Bien. Il a commencé le combat. Il m'a attaqué. Mais quand la police viendra, il y aura des dizaines de témoins qui diront qu'il était complètement ivre et qu'il essayait de vous faire peur et que vous avez utilisé votre avantage et blessé cette personne. Vous pourriez terminer en prison. Si nous étions au tribunal, il pourrait décider que je suis coupable et m'obliger à payer à cette personne des centaines de dollars ou d'euros et je devrais payer pour mon erreur. Et que se passerait-il si une femme m'attaquait, une femme que l'on peut renverser, ou si j'étais attaqué par un gamin de 13 ans, sachant que je pourrais lui faire très mal, ou si j'étais attaqué par cet ivrogne, nous pourrions nous battre avec une main ouverte. C'est ce que j'appelle combat de contention.
avec les mains ouvertes. L'idée, c'est de frapper avec la paume. Mais en frappant, au dernier instant, je retire la main. Je le frappe et je retire la main. Ou, pour vous montrer comment on ferait, au lieu de le frapper au visage et de poursuivre le mouvement de manière à lui faire mal, j'envoie le coup comme ça, et au dernier moment, je retire ma main, je le frappe et je retire ma main. Je le frappe et je déplace ma main ici. Je vais le frapper, mais sans force de pénétration. Nous allons maintenant faire une démonstration en utilisant la patte d'ours. Nous avons ici la patte d'ours. Nous l'utilisons comme s'il s'agissait d'une personne réelle, mais sans pouvoir de pénétration. Maintenant, je frappe vers l'avant. Maintenant, horizontal. De l'autre côté. Ou vertical. Ça fonctionne bien. Et quand il y aura un jugement, disons parce qu'il y a eu un combat avec une femme, et qui me demande « Pourquoi l'avez-vous frappé au visage? Pourquoi l'avez-vous frappé autant de fois ?» Je dirais « Eh, je l'ai seulement giflé. Je ne lui ai pas donné de coup de poing. Je peux me défendre. J'ai le droit légal de me défendre. Mais si j'utilisais les poings, je la blesserais. Je ne veux pas la blesser, ni blesser l'ivrogne. C'est pour ça que je les ai seulement giflés. C'est tout ce que j'ai fait. Et bien sûr, si j'allais au tribunal et que le juge entendait cela, il pourrait dire « Ça va, ça a du sens. » Il devait se protéger et il a utilisé le moins de violence possible. Il n'y aura pas de dommages permanents. C'est un bon gars. Maintenant, nous allons parler des techniques de force létale. On les utilise quand on veut blesser quelqu'un gravement ou encore le tuer. Évidemment, on ne le fait que dans des circonstances spéciales. Dans un bar où personne n'est armé, vous n'allez rompre le cou de personne. Vous n'allez pas attaquer quelqu'un au cœur. Vous allez utiliser une force raisonnable. Dans cette situation où nous avons un terroriste armé d'un couteau qui va attaquer Mike, Mike va faire une technique très dangereuse. Voyons-le. Ce qu'il a fait, c'est... Fais-le de nouveau. Dans ce cas, il a lancé une attaque aux yeux. Fais-le lentement, avec les deux doigts, et il a atteint directement les yeux. Ça a l'air bon, et c'est une très bonne technique. Mais que se passe-t-il si le terroriste est en mouvement et que Mike bouge également quand il veut l'atteindre aux yeux? C'est très difficile. Il est très difficile de faire ça avec un objectif en mouvement. Vous pouvez utiliser ça dans une autre situation de self-défense. Mais laissez-moi de vous recommander un autre coup aux yeux. La technique suivante que nous allons utiliser, nous l'appelons pic du pouce. Nous allons voir ce que c'est. C'est ça. Maintenant, nous allons le voir lentement. Parce que, donne-moi le couteau, seulement pour cette démonstration. Même s'il est en mouvement, bouge ta tête, il saisit ses yeux. Ça va. Arrête, s'il te plaît. Quand il saisit la tête, ses doigts sont sur les côtés de la tête et sont un guide vers l'objectif. Une fois trouvés les côtés de la tête, placez les pouces ici et tout sera fini. Trouvez les côtés de la tête, tenez la tête, placez les pouces sur les yeux et poussez les yeux vers l'arrière. Et vous le ferez bien. Évidemment, que la personne soit ivre, droguée ou simplement si c'est un psychopathe, tout être humain veut protéger ses yeux. Et même si vous n'avez pas de succès en appuyant sur ses yeux, simplement du fait de sentir la pression, il essaiera de se libérer. Et quand il essaiera de le faire, il cessera d'essayer de vous attaquer. Voici la leçon typique que j'enseigne aux femmes pour survivre. Je vais d'abord la montrer et je l'expliquerai sur le moment. Mike saisit l'homme qui essaie d'échapper et nous allons expliquer ce qu'il a fait au ralenti. L'homme a essayé de s'enfuir et Mike a essayé de faire une attaque aux yeux. Il a essayé de l'atteindre, mais l'adversaire s'est déplacé vers l'arrière. Bien que vous n'atteigniez qu'une partie de son visage, plantez-y les ongles. Cela va vous aider pour deux raisons. La première,
Si vous ratez votre objectif, s'il se rejette en arrière par exemple, vous pouvez le griffer quelque part. Et bien sûr, n'importe quel type de douleur qu'il puisse sentir va vous aider, parce qu'il va se concentrer plus sur sa douleur et moins sur vous. La deuxième raison est ce que nous appelons une raison légiste. Légiste signifie qu'une preuve vitale est restée en vous. Dans ce cas, vous avez planté vos ongles et vous l'avez griffé. L'homme s'est échappé, il est parti. Mais sous vos ongles, il y a des restes de peau, de sang. Et comme il s'agit d'un crime sérieux, de vie ou de mort, la police peut les analyser et avoir des échantillons de ADN. Il se peut qu'elle n'ait pas d'échantillon d'ADN de l'agresseur, mais si elle n'en a pas, il se peut qu'elle en ait dans le futur. Elle pourra alors comparer ces échantillons avec ceux du suspect et l'inculpé du crime. Griffer l'adversaire au visage n'est pas seulement une bonne chose pour les femmes, c'est également une bonne chose pour nous. Imaginez que vous êtes dans cette situation. Vous êtes dans un bar ou dans un pub et un homme, furieux, vient et charge contre vous. C'est ce que la majorité des gens feraient. Et tranquillisez-vous, voyons. Bien, c'est une situation très typique. Vous le poussez et vous essayez de vous en débarrasser. Mais ce qui est arrivé à Mike, évidemment, quand il a poussé, l'attaquant avait beaucoup plus de force, parce que c'est un type beaucoup plus grand et il a été lancé en arrière. Nous allons voir comment faire cette technique correctement et apprendre comment pousser, parce que pousser est l'une des armes d'attaque. Nous allons maintenant voir comment le faire correctement. Bien. Ce que j'ai fait, ça a été, au lieu de frapper l'adversaire à la poitrine, où vous allez recevoir toute la force et l'impulsion de cet homme, il l'a poussé à l'épaule. Évidemment, le frappant sur cette partie de l'épaule. Il l'a fait tourner légèrement, et à ce moment de la rotation, il lui a donné l'avantage à Mike pour se déplacer. Ça a l'air facile, mais c'est quelque chose que vous devez pratiquer pour voir comment cela fonctionne pour vous. La poussée doit faire partie de vos coups et doit faire partie de votre arsenal. Le thème dont nous allons parler maintenant est celui des saisies. Je vais vous faire une petite démonstration ici. Adrian sera le méchant et va attaquer avec un couteau. Chris pourra donc utiliser la force létale. Voyons ce qu'il fait. Bien, arrête. Ce qui s'est passé, c'est, reviens en arrière. Nous allons le faire lentement. Je ne me préoccupe pas maintenant de l'attaque avec couteau. C'est sans importance et nous pouvons la voir dans mes autres DVD sur le couteau. Adrian attaque lentement. Chris bloque et ensuite attaque directement à la gorge. La raison pour laquelle il attaque à la gorge, c'est la même qu'avec les yeux. Ce que l'on utilise, c'est la force létale. Et si vous devez parer quelqu'un qui veut vous tuer, malheureusement, vous devez utiliser la force létale. Pour cela, vous attaquez directement à la gorge. Quand j'attaque à la gorge, je dois attaquer toute la gorge. Je dois placer ma main sur son œsophage. Ce qui se passe, c'est qu'il a la tendance naturelle à se jeter vers l'arrière. S'il fait ça, il peut m'échapper. Une fois de plus, c'est une situation de vie ou de mort. Quand je saisis sa gorge, je ne vais pas le laisser aller en arrière. Avant qu'il le fasse, je tournerai ma main dans un sens ou dans l'autre. Ceci l'arrêtera, et probablement ça aura des conséquences sévères. Mais il s'agit d'une situation de vie ou de mort. Vous devez saisir et tordre d'un côté ou de l'autre. Comme un chien qui mord un bout de tissu ou une figurine et la secoue. Maintenant, je vais vous montrer comment le faire avec contact total. Vous ne pouvez pas faire ça avec votre camarade, que vous pourriez le blesser. Mais vous pouvez le faire avec une patte d'ours. Bien, nous allons tenir la patte d'ours. Mike la tient sur le côté, montrant le bord. Il est intéressant de savoir que dans la plupart des pattes d'ours, le côté a la largeur exacte d'une gorge. Chris va saisir cette partie, qui a la largeur d'une gorge, et avant que Mike ne le lance en arrière, Chris va tenir et tordre la patte d'ours, comme si c'était une situation de force létale. Allons-y, c'est ça.
Bien sûr, on peut continuer et renverser cet homme, courir pour échapper, etc. Mais l'important, c'est de saisir et de tordre. Ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est la force létale. Mais que se passe-t-il s'il s'agit d'un ami ivrogne dans un mariage ou de quelqu'un qui fait problème dans un bar? Autrement dit, s'il s'agit de personnes qui ne sont pas une menace sérieuse, mais dont vous devez vous occuper, vous devez faire une simple saisie, une prise. C'est ce que nous allons appeler une piqûre musculaire. Nous allons faire la simulation. Bien, c'est ça. Ce que Christophe a fait, c'est pincer le muscle entre ses doigts comme ça. On peut le faire en beaucoup d'endroits. Par exemple ici, et ça fait mal. Ou saisir ici et serrer fort. Ça dépend de la situation. Le plus important, c'est qu'il s'agit seulement d'une force de contrôle. On l'utilise dans le cas où vous ne voulez pas blesser la personne, parce que ça peut être un endroit public, ou parce qu'il faut seulement la contrôler. Car donner un coup de poing ou un coup de pied peut être très inapproprié, surtout si le mariage est enregistré en vidéo ou quelle que soit la raison. Il y a une autre situation typique où l'on utilise la saisie. Nous avons vu des saisies de gorge et des prises musculaires, mais que vous le croyez ou pas, les saisies les plus fréquentes sont des saisies de vêtements. Et derrière les vêtements, il peut y avoir des cheveux où on peut faire les saisies musculaires ou saisir l'entrejambe ou des choses comme ça. Une situation typique peut être la suivante. Cet homme vient par ici, cet autre peut penser qu'il a un couteau ou un pistolet, et il l'affronte en utilisant un pistolet. Ça va, ça y est. C'est une technique très simple. Comme il avait une capuche, il l'a saisi par la capuche. S'il avait eu de longs cheveux, il l'aurait attrapé par les cheveux. Si l'homme essaie de s'enfuir, poussez-le vers vous. Saisir est une technique très facile. Nous savons tous saisir, parce que nous saisissons des choses tout le temps. Nous pouvons appliquer ces techniques simples en situation de combat. J'ai mes mains sur cette canne. Nous allons l'utiliser pour montrer comment bloquer. Dans la partie suivante de ce DVD, nous allons voir comment bloquer les coups qu'on nous envoie. Je vais faire ceci avec Mike, qui est bien entraîné à mon système. Mais je vous garantis qu'une jeune fille de 18 ans peut le faire. Ou ma propre mère. Et je peux vous garantir que les résultats seront presque identiques. Ça fonctionne comme ça. Je vais tenir ceci et je vais essayer de le frapper. Et il fera n'importe quoi. Bien. Il ne faisait rien de particulier quand je l'ai attaqué. Que faisait Mike? Il m'attaque. Je ne sais pas par où il m'attaque. Il m'attaque. Tout le monde peut faire ça. Je veux dire que peu importe que vous soyez au jardin d'enfants, à l'école primaire, tout le monde sait que quand un objet s'approche de vous, vous allez l'écarter. Vous allez lever les bras. Pourquoi y a-t-il tant de systèmes qui, par exemple, font ceci? S'il essaie de me frapper, pourquoi font-ils ces mouvements? Personne ne va saisir cette arme là-bas. Personne ne va la garder. Ce que vous allez faire, ce sont les choses que vous avez faites durant toute votre vie, de sens commun. Parfois, vous allez à une école d'arts martiaux qui oublie le sens commun. Je le sais parce que j'y ai été. Et votre sens commun vous dit que quand un objet vient vers vous, simplement vous placez le bras. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que ceci. Bien, nous avons utilisé cette canne, mais seulement pour illustrer ceci. Si vous êtes instructeur, vous pouvez aller vers un élève sans lui commenter ce que vous allez faire et lui dire « Hé, bloque ça, ne me laisse pas te frapper ». Et je vous garantis qu'ils vont faire la même chose. Nous allons maintenant faire la même chose avec les poings. Mike va essayer de me frapper avec les différents types de coups verticaux, frontaux. Pouvez-vous faire la même chose? Bien, voyons. Il vient pour me frapper. Observez. Tout va fonctionner de la même manière. Combien de directions y a-t-il? Seulement 10 directions pour attaquer le corps humain. S'il me lance une attaque, je peux aller vers l'avant, ça va, je peux le bloquer, parce que c'est l'une des directions où, s'il m'envoie un coup de poing, je pourrai toujours aller en arrière. Je vais en avant ou je vais en arrière.
N'avons-nous pas fait cela en frappant? Bien, quel est l'angle suivant? Horizontal, non? S'il m'envoie une attaque horizontale, je ferai ce que nous appelons un blocage intérieur, tel que l'on enseigne en karaté japonais. Il attaque, je peux faire comme ça, ou comme on le fait en Jeet Kune Do. Je fais comme ça et je frappe. Mais le plus important, c'est qu'il ne s'agit que de faire un blocage intérieur. La raison pour laquelle nous appelons ce coup intérieur, c'est parce que je fais un mouvement horizontal, mais vers le centre de mon corps. Et le centre de mon corps détermine comment je vais l'appeler. Si je suis ici et qu'il attaque dans la direction opposée, ce sera un blocage extérieur, d'accord? Et pourquoi? Parce que le mouvement irait du centre de mon corps vers l'extérieur. Que ma main soit ouverte ou fermée, cela dépend du moment où vous le faites et de la manière de continuer. Que se passe-t-il avec les attaques verticales? Que se passe-t-il s'il attaque vers le bas? Saisis mieux la canne. Que se passe-t-il s'il m'attaque vers le bas avec une arme directement à la tête? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord me déplacer, soit vers la droite, soit vers la gauche. Et quand il attaque, je vais faire un blocage haut. Pour ceux qui font du taekwondo ou du karaté, il s'agit d'un blocage haut. Il n'y a rien de mal à cela. Dès lors, quand il m'attaque, je vais faire une attaque haute et d'ici, je continue le combat. Comment vais-je agir s'il tient un couteau? Bien, il tient un couteau avec lequel il va m'attaquer. Et je ne sais pas quel est son objectif exactement. Il s'agit d'un blocage simple. Dans ce cas, j'ai utilisé les deux mains, parce que c'est ce à quoi je suis habitué. Mais on peut le faire facilement avec une main, ou je peux pousser sa main vers le bas. C'est toujours un blocage bas. Peu importe comment vous l'appelez. Simplement, vous prenez un élan, vous profitez de votre avantage, et vous évitez qu'il ne déplace l'arme vers vous. De quelles autres attaques dois-je me préoccuper? Par exemple, il peut m'attaquer en diagonale de n'importe quelle direction. S'il m'attaque en diagonale de l'autre côté, je bloque. S'il m'attaque vers le bas, je ferai un blocage haut. S'il m'attaque horizontalement, je ferai un blocage horizontal extérieur. Mais dans ce cas, il attaque en diagonale. Et je ferai quelque chose d'intermédiaire. On pourrait le considérer comme un blocage horizontal extérieur. Dès lors, dans ce cas, je bloque, ensuite je peux le frapper ou le désarmer. Mais l'important, c'est qu'un blocage est un blocage. Ne vous préoccupez pas de l'apparence. Si vous y pensez, vous verrez qu'il y a seulement 10 manières de bloquer. Vers l'avant, vers l'arrière, vers les côtés, vertical, diagonale, et c'est tout. Ce sont là toutes vos options. Nous allons pratiquer cela en contact total. Nous allons maintenant faire un exercice avec contact total. Quand je dis contact total, je me réfère au fait que l'on peut frapper l'adversaire aussi fort que possible. Pour ça, il nous faut des protecteurs buccaux et d'autres protections adéquates que nous n'avons pas ici maintenant. J'aimerais simplement vous donner une idée de ce que cela donnerait dans un combat réel. Je vais ordonner à mon attaquant de commencer à frapper et je vais lui dire qu'il ne fasse que des coups verticaux ou horizontaux, ou diagonaux. Nous allons les faire séparément. Ce ne sera donc pas comme dans un combat réel où vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais si je veux travailler avec mes élèves, si je veux qu'ils pratiquent un angle en particulier, nous le ferons ainsi, séparément. Ils ne peuvent pas se déplacer ou faire n'importe quoi. Chris va faire tout ce qu'il peut pour bloquer et Mike va essayer de frapper, mais avec un contact léger. Il va frapper fort, mais sans essayer de le mettre KO ou de le rompre le nez ou des choses comme ça. Mike, je veux que tu commences avec des coups horizontaux. Christophe, bloque le mieux que tu peux. Coups verticaux, vers le haut ou vers le bas. Maintenant, coups diagonaux. Coup vers l'avant. Ça va, arrête. Excellent travail. C'est comme ça qu'on fait cet exercice. C'est comme ça que ça fonctionne. Je pourrais prendre ces gars et leur demander de se donner les coups qu'ils veulent. Mais si vous travaillez avec des débutants, vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez faire les choses séparément. Et maintenant, je vais vous montrer un excellent exercice que vous pouvez faire.
Mike sera l'attaquant et il va se consacrer seulement à attaquer. Il ne peut qu'attaquer avec le bras, il peut utiliser le coup qu'il veut, il peut utiliser les 10 angles, mais il ne peut qu'attaquer. Christophe va être le défenseur. Il pourra seulement se défendre. Ils peuvent se déplacer comme ils veulent. Les coups peuvent être en contact total, mais sans la force suffisante pour blesser l'adversaire. Et c'est ça. Il défend et il attaque. Et il n'y a pas d'autre règle que celle que je viens de donner. Prêt? En avant. Ça va. Arrêtez. C'est bien. Mais ça pourrait être meilleur. Maintenant, je vais intervenir personnellement dans l'exercice. On va m'entendre peu, parce que je porte un protecteur buccal. Mais je le porte pour protéger mes dents, parce que nous allons le faire en contact total. Il ne me frappera pas au point de me mettre KO, mais cela me protégera s'il me frappe. Je vais imiter Christophe et je ferai ce qu'il faisait. Je ne vais rien faire de spectaculaire. Je vais seulement faire les blocages élémentaires. Il va m'attaquer et j'essaierai de le bloquer. En avant. Bien, ça va. Ça a été bien. Christophe a fait l'exercice correctement. Cependant, vous pouvez mieux faire l'exercice si vous changez d'attitude. Vous ne devez pas changer les techniques, mais changer d'attitude. Je vous le montrerai et ensuite, je vous expliquerai. Prêt? En avant. Arrête. Je n'ai rien fait de différent. La différence, c'est mon attitude. C'est ce que nous appelons une défense agressive. Au lieu de faire ça de manière passive, je leur fais payer le prix. Laissez-moi vous expliquer avec plus de détails. Maintenant, je vais l'expliquer sans le protecteur buccal pour que vous puissiez mieux me comprendre. Quand il m'attaque, je change seulement mon attitude. Je fais ce que l'on appelle une défense agressive. C'est un exercice que j'ai créé pour aider mes élèves à être agressifs. Non seulement il s'agit qu'ils soient agressifs, mais encore qu'ils ne fassent pas de distinction entre défendre et attaquer. L'un des problèmes qu'ont presque toutes les personnes qui ont fait du sport, c'est que parfois, elles pensent que la défense est quelque chose de passif, alors que l'attaque, elle, est agressive. Pour mettre le ballon dans le but ou dans le panier, ou pour sortir la balle du camp, quel que soit le sport que nous pratiquions, nous avons toujours tendance à penser que l'attaque est agressive et la défense passive. Mais dans un combat, vous devez être agressif tout le temps si vous voulez gagner. Vous ne pouvez pas être passif. Quand Mike m'attaquait, j'utilisais les mêmes types de blocage. En haut, en bas, vers le côté, en diagonale, mais je lui faisais payer un prix. Je me déplaçais avec énergie. Je disais « allons » et je frappais ses bras puissamment. Qu'est-ce que j'obtiens avec ça? Surtout deux choses. La première, c'est que je l'obligerai à penser et à se préoccuper de moi. Il me perçoit plus agressif et sans mon adrénaline. Il me perçoit plus puissant. La deuxième raison, c'est que cela me permettra d'être meilleur quand je passerai à l'attaque. Parce que bien que je me défende, à l'intérieur de moi, je me sens agressif. Je veux attaquer ce type. Je veux passer à l'attaque. Il peut vous arriver des choses comme celle qui m'arriva dans une situation réelle. J'étais en train de mettre une contravention et un type est venu par derrière et a essayé de me frapper. Je n'avais pas d'autre option. Je ne pouvais que bloquer. Si je pense que je dois me défendre, c'est une faiblesse. Mais si je bloque comme il faut pour me protéger, mais en pensant « ça va, tu m'attaques, mais maintenant c'est moi qui vais t'attaquer », c'est ça qui vous rendra agressif. C'est ça qui vous permettra de gagner la guerre. Vous ne pouvez pas rester ici, permettre que l'ennemi prenne l'avantage sur vous. Vous devez revenir au combat contre lui. Cet exercice vous aidera à le faire et vous aidera à accomplir votre mission. Maintenant, vous pouvez comprendre le système métrique de Jim Wagner de coups et de blocage avec les bras. Il y a seulement 10 manières de frapper et il y a seulement 10 manières de bloquer. Je crois que beaucoup d'entre vous seront en train de se dire « c'est très simple, c'est trop facile ».
Il doit y avoir quelque chose de plus. Il n'y a rien de plus. Combien d'énergie et d'habileté faut-il pour tirer avec un pistolet? Il s'agit simplement de viser et d'appuyer sur la détente. Viser et appuyer sur la détente. C'est aussi simple que ça. Donner un coup de poing à quelqu'un, ce n'est pas différent. C'est très facile. Donner un coup de coude à quelqu'un, c'est très facile. Ce qui est difficile, c'est la mentalisation. Le faire quand votre vie est en danger. Le faire quand vous êtes blessé. Le faire quand vous êtes épuisé. C'est de tout cela qu'il s'agit. Tout le monde peut faire les techniques que je vous ai montrées. Et évidemment, il y a des gens avec plus de muscles, plus forts, et il y a des gens plus petits et plus rapides. Votre physique va dicter ce en quoi vous êtes bon. C'est en cela que consiste la self-défense. Évitez la complexité. Beaucoup d'entre vous vont par là en disant « Je dois apprendre tous ces mouvements spectaculaires. » Ils peuvent nous donner beaucoup d'arguments pour cela. Mais je vous le dis, quand j'ai formé la police, quand j'ai formé les fonctionnaires de prison, quand j'ai formé les militaires, quand j'ai formé les gardiens de sécurité, c'est cela que je leur ai enseigné. Ce sont ces mêmes techniques que j'enseigne dans mes écoles, et ce sont celles que j'ai enseignées dans le monde entier. Le système basé sur la réalité est facile, et c'est ce qui va vous sauver la vie. Merci.